Salut à tous! Je suis très content de vous proposer cette vidéo, qui est un peu particulière parce que je vais vous y raconter une enquête passionnante dans les méandres du web philo. Tout a commencé après ma vidéo sur le plagiat, quand un illustre inconnu, dénommé Please Unquote, m'attaque sur Twitter pour m'avertir d'un cas similaire, en pire, mais hors du domaine de la vulga. J'étais loin d'être conscient de l'ampleur du terrier de lapin dans lequel j'allais m'engouffrer. Moi, j'avais été pas mal échaudé par le sujet. Ça m'avait demandé trop d'émotions, je voulais pas devenir Monsieur Plagiat, et je me sens surtout concerné par le milieu vulgaire. Donc, j'ai répondu poliment, mais en refusant de m'engager. C'est là qu'il m'en dit un peu plus. En fait, il y a une citation qui tourne sur internet. Pour étouffer par avance toute révolte, qui est souvent attribuée à Huxley. Plus encore à Gunther Anders, et qu'on voit circuler partout. Cette info bien connue que tout le monde reprend les yeux fermés. Jusque-là rien de grave, sauf que cette fausse citation, donc ce texte faussement attribué à Huxley ou à Anders, je l'ai retrouvé dans les pages de 10 livres. Bon, une fausse citation, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Je vois le rapport avec mon propos sur le plagiat, Dans les deux cas c'est une imposture, et dans les deux cas on peut expliquer le succès de cette imposture par l'intérêt accordé par beaucoup de personnes au vraisemblable plutôt qu'au vrai. Mais enfin, le parallèle s'arrête là. Pire, des fausses citations, y en a plein. C'est ancré dans les mœurs, et vraiment, je pense que peu de personnes se rendent compte à quel point ça pullule. Tiens, petit test comme ça, je tape citation dans Google, et je vais sur le site de Ouest France, souvent bien référencé. Hop, Aristote. Alors, certaines phrases sont possibles, d'autres sont très douteuses, sans que je sois certain que ça soit faux, et puis d'autres sont complètement délirantes, on lui fait dire un peu n'importe quoi, bref, on retrouve un pattern. Des citations courtes et clinquantes, mais aléatoires dans leur authenticité, ce qui renvoie au rôle premier de ce type de culture, il ne s'agit pas tant de propager une connaissance que de faire joli au détour d'une phrase. Et c'est pas spécialement le Figaro le problème, Les sites de citation se plagient tous les uns les autres, sans aucune valeur ajoutée, c'est comme ça. Alors, que ça soit très répandu, ça veut pas dire que c'est pas un problème pour autant. Jadis, l'esclavage était ancré dans les mœurs et c'était pas top, on est d'accord. Mais ça veut dire que débusquer une fausse citation, bon, ce n'est au moins rien de spécial, d'exceptionnel. Du coup, a priori, je vois pas bien pourquoi je devrais m'intéresser à celle de Please Unquote en particulier. Sauf que sa citation c'est pas une phrase courte, c'est un texte entier. Et ça c'est déjà plus rare. Donc, voyons ça. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celle d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs attitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion, et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits, avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui peut permettre d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir.
Alors ce texte, il est censé être de Gunther Anders dans L'obsolescence de l'homme. On vérifie rapidement. Hop, alors mention Hitler, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça ressemble. Et donc c'est le point de départ du faux texte. Sauf que très vite, on voit bien que c'est pas pareil et que c'est pas une différence de traduction. Le faux texte coupe des passages, on invente complètement des trucs sur un style qui, pour moi qui ne connais pas Anders, ressemble, mais en beaucoup moins fin, en beaucoup plus bourrin et complotiste. Si je comprends bien Anders, il décrit ce que signifie la consommation de masse pour nous dans notre quotidien. Et il remarque qu'elle facilite le contrôle social, en nous faisant perdre notre individualité tout en nous rendant plus individualistes. Le texte inventé, lui, il présente la consommation de masse comme l'un des éléments d'une sombre machination visant à dominer le monde. Et ensuite, il égrène des trucs assez hétérogènes et finalement assez habituels, des posts un peu réac et complot sur Facebook. Alors, pourquoi ce texte m'intéresse-t-il ? Parce que quand je lis, je me dis qu'il va marcher, et pas que sur Facebook, mais chez les profs de lycée aussi. C'est un texte qui est très simple, donc adapté à des élèves, même s'il donne l'impression à celui qui le lit d'être très intelligent, pas comme le troupeau, hein. Il flatte aux instincts anti-système, il flatte le prof de philo aussi, surtout pas de philosophie. Les dictateurs nous craignent, hein, la philosophie c'est important, on est des oufs. Bon. Donc c'est un texte qu'on pourrait donner à des élèves pour les amener à avoir un recul critique sur la société, on pourrait discuter de l'impact de la pub avec eux, on parlerait de la société de consommation, ça permettrait de défendre l'intérêt de la philosophie, on pourrait avoir un recul critique sur le texte lui-même pour le nuancer, etc. En plus, Anders c'est un auteur assez peu lu en France, on l'a rarement dans notre bibliothèque, donc ça peut être le genre de texte pour lequel on fait confiance et on vérifie pas la source. Du coup, par acquis de conscience, je suis allé voir sur un groupe Facebook de profs, et bingo, le texte est déjà proposé 2 fois, dont une fois pour un bas blanc, même si les 2 fois, quelqu'un dans les commentaires va repérer l'arnaque. Donc à ce niveau, hein, bravo les collègues, premier degré, hein, vous êtes des maniaques comme moi, félicitations. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la récurrence du texte dans les recherches Google va finir par faire douter la collègue. Ça paraît assez fou qu'un truc aussi bien référencé soit purement et simplement un faux. Gardez ça dans un coin de la tête, ça nous servira plus tard. Une petite recherche chez Please Unquote, et bingo à nouveau, il trouve plusieurs occurrences de ce texte, données comme un devoir, plutôt au collège, mais aussi dans des discours plus officiels, et ce jusqu'au discours de remise des diplômes d'une principale. Bravo l'éthique. Ok, donc j'ai réfléchi, j'ai fait ma petite enquête de mon côté, je suis convaincu, ce texte est un problème. Je retourne vers Please Unquote, dont je comprends le pseudo maintenant, et je regarde ce qu'il m'a envoyé. Et c'est là qu'on tombe vraiment dans un très beau terrier de lapin. Ça veut dire mets ta ceinture, Alice, et bon voyage au pays des merveilles. Cette citation, elle prolifère sur les sites les plus maudits d'internet, type Twitter ou Facebook. On connaît les fausses citations de Facebook, collées sur un fond avec des nuages derrière. Comme celle-là, elle est longue, elle fait sérieux, documentée, elle passe encore mieux que le reste, donc elle a du succès. En creusant un peu, on trouve des debunks, notamment un bien référencé par un certain Mathé Mathieu. On te salue gars, t'es un bon. Mais comme d'habitude, pour un debunk sérieux, on trouve des centaines de fakes, parfois complets, parfois résumés. Le faux auteur de la citation, d'ailleurs, il change. Elle est censée avoir été écrite par Anders, mais aussi, parfois, par Aldous Huxley. Un autre auteur que tout le monde connaît, mais que personne ne lit vraiment. Voire, on lit parfois que ça serait du Anders qui résume du Huxley. Bref, en creusant, on peut remonter vers le vrai auteur. C'est un Français, un contemporain, qui s'appelle Carfentan. Serge Carfentan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Gardez ça dans un coin de la tête, on revient vers lui plus tard. Cette citation, elle a un contenu politique. Je disais que le propos sur la sexualité était assez réac tout à l'heure. Alors, à qui elle plaît ? Eh ben, j'aimerais bien pouvoir dire qu'elle est reprise par des méchants complotistes d'extrême droite, mais c'est en partie vrai, en partie faux. L'un des puissants relais de diffusion semble avoir été la page de Monsieur Mondialisation, qui l'attribue dans un premier temps à Huxley, avant, plus tard et de mauvaise grâce, d'éditer son post pour y mettre Carfentan. Trop tard, des milliers de partages. On le retrouve aussi sur un site anarchiste, un libertaire, un site d'un catholique de gauche, JC Je Veritas, ou encore, plus connu, chez Denis Robert pour Blast. Un édito est un exercice de rumination, et parfois d'illumination. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Bref, cette fausse citation, elle plaît pas mal à gauche. Pour le côté anti-système, sans doute, parce qu'il a parfois une porosité avec le complotisme, aussi, et puis, quelque part, c'est pas étonnant d'y trouver un point de vue réac sur la sexualité. Il y a des courants à gauche qui sont finalement très conservateurs à ce sujet.
qui considère que la libération sexuelle, c'est un truc de bourgeois. Le vrai communiste, c'est un ascète qui vit pour la révolution, pas pour la bagatelle. Bon, après, il n'y a pas que la gauche qui a une appétence pour les textes complot bas de gamme. De l'autre côté du spectre politique, on va aussi s'extasier sur la puissance de sa pensée politique. Réseau International, le Journal des Veilleurs, et même des royalistes le publient. Je pense que j'ai même pas à faire d'analyse pour montrer en quoi ce texte il est compatible. Les prolos, c'est des veaux, le sexe, c'est le diable, ça match. Et ça, honnêtement, c'est la honte, messieurs les gauchistes. Quand vous publiez un truc que même des royalistes trouvent pertinent, c'est quand même très mauvais signe pour vous. Bref, passons. On est donc face à une fausse citation dont l'ampleur dépasse tout le monde. Aucun debunk, aucune correction n'empêche sa propagation tous azimuts. C'est un texte suffisamment confus pour plaire un peu partout sur le spectre politique. Bon, mais c'est un texte tout de même très Facebooktière, très grossier. Alors ça peut s'imposer sur des réseaux sociaux ou des sites de citation, mais impossible que ça passe les filtres des milieux de la recherche ou de l'édition. N'est-ce pas? Ah, LinkedIn. Le directeur des collections aux éditions Ballant le partage. On lui fait remarquer l'erreur, il n'en a rien à faire. Une directrice de recherche au CNRS le fait aussi. Elle est prévenue, elle s'en fout. Alors bon, ok, moi je vois ça, je me dis, c'est crade, mais j'ai fait des études de philo, donc voir des sommités se comporter comme de sales cons, ça me choque pas. Et je me rends compte que c'est assez grossier en fait, donc je vais peut-être couper ça. Bref, ça fait toujours un sentiment bizarre de voir de la désinformation présentée comme un éclairement sur les arcanes de la politique se propager auprès de dizaines de milliers de personnes. Mais tant que ça reste piégé dans l'internet français et que ça passe pas le filtre de l'édition, on peut se dire qu'on a peut-être sauvé les meubles. Haha, c'était une feinte, on n'a rien sauvé du tout. Primo, Please Don't Quote recense des occurrences en espagnol, en anglais, en italien, en portugais. Bref, un peu partout, merci des outils de traduction apportés par IA. Mention spéciale aux traductions en allemand attribuées à Anders. On a donc une fausse traduction française d'un faux texte allemand qui est retraduit en allemand pour gagner un nouveau public. Il y a quelque chose de délirant là-dedans. Et je rappelle, de base, le texte il est un peu nul quoi. C'est juste triste à un moment. Secondo, je parlais du milieu de l'édition. Bingo. Si le texte a pu séduire des collègues de philo avant que d'autres leur montrent l'erreur, forcément il a plu à des auteurs et à des éditeurs. On retrouve 3 occurrences dans des articles archivés sur le Cairn. Et ça fait mal. Si vous connaissez pas le Cairn, bon, c'est un site très fiable où sont recensés des travaux de recherche censés être robustes. Par exemple, pour ma vidéo sur le plagiat, j'ai chopé un article sur la relation entre plagiat et droit, et je suis pas allé vérifier derrière. C'est le Cairn, je fais confiance. Février 2017, revue Multitude. Mai 2022, revue Servière, celle des anciens de l'ENA. Mars 2014, revue Humanisme. 2014, eux, dès que le faux est apparu en ligne, ils se sont jetés dessus, ils avaient faim. Bon, je m'arrête là sur l'énumération, même si des revues universitaires, il y en a d'autres, et pas forcément trouvables sur Google d'ailleurs. On peut se douter qu'il va y avoir un effet de contamination en vase clos. Jean-Paul voit cette citation sur le Cairn, il se la note quelque part et il l'utilise lui-même, sa citation est vérifiée par Bertrand, qui la voit sur le Cairn et se dit donc que c'est ok. Vous voyez un peu l'idée. Bon, mais ça c'est que des revues. Donc oui, la revue universitaire, c'est censé être le top. Mais des fois, il y a des articles pas top parce qu'on n'a pas le temps de tout relire et qu'on fait confiance aux auteurs. Bien obligé quand on les paie au lance-pierre, mais passons. Et pour les livres alors? Pour plein de gens, les livres c'est du sérieux. Ça a une aura, vous voyez. C'est pour ça que tous les youtubeurs essaient d'en faire un. C'est vrai. En 2021, publié chez Massot, Travailleur médiatique de Denis Robert. En 2021 aussi, À la reconquête de l'attention aux éditions Lattès. Et Éloge sentimental de la mémoire et du lien chez Philippe Ray. En 2022, on a un livre sur l'éducation. Et allez, d'ailleurs, c'est par Bidard et Mérieux, des mecs qui ont une page wiki, qui ont occupé des postes qui sont importants pour le taf de prof, et il y en a un qui est carrément inspecteur général de l'éducation nationale, qui fait des tonnes de conférences sur la laïcité. Bref, les mecs, avant de chier un bouquin qu'on nous vendra en formation, vérifiez vos sources, bordel de merde. Vous relayez un fake digne de Facebook là. C'est ça, grandir en humanité? Bref, je m'arrête là, et pas parce que c'est tout, Please Don't Quote, il cite une bonne dizaine d'autres bouquins, je crois, dont certains écrits par des hommes politiques, genre un proche de Manuel Valls. Et à nouveau, primo, je crois qu'il n'a pas tout recensé parce qu'une partie des bouquins n'est pas numérisée, et secondo, depuis son article, je suis certain qu'une citation aussi grasse et séduisante, aussi faussement fine, elle a été repompée dans d'autres livres. Ok, donc c'est assez effrayant. Un jour, quelqu'un écrit un faux texte, le met sur le net, et quelques années plus tard, il est absolument partout cité comme argument d'autorité. Alors, vous êtes peut-être curieux de savoir pourquoi ce type a écrit un faux.
Ce type, il a un nom, c'est Carfentan, j'en ai parlé tout à l'heure si vous avez suivi. Serge Carfentan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Notre inspecteur général de l'éducation nationale le cite sans le savoir, donc voyons ce qu'il écrit ce Carfentan. Qui sait, peut-être que le côté complotiste du texte est une coïncidence. Ah. Ah 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 ah. Oh. Ok. Bon, Carfentan, c'est un gars qui a une agrègue de philo. Il a été prof à la fac apparemment, et d'après Babelio, il cherche à faire le lien entre philosophie et spiritualité. Soyons clairs, on me dit ça, j'ai direct un préjugé, c'est rarement très sérieux derrière. Quand on y jette un œil, on dirait le mauvais côté de la philo continentale, qui aime bien mettre des majuscules au début des noms communs et faire des formules un peu clinquantes. Et en fait, c'est un peu dans cette optique qu'il écrit son faux texte. Il s'agit pour lui d'écrire une prosopopée de personnages, c'est-à-dire d'après lui d'écrire à la manière de quelqu'un qui se donne des airs et se prend pour un personnage. Là, en l'occurrence, il s'agit de faire une prosopopée de personnages d'Huxley. Donc, du Huxley un peu grandiloquent. Voilà, c'est un exercice qu'il liste sur son site et dont il ne donne pas vraiment l'intérêt à part que c'est amusant. Admettons. Et dans ce cas, c'est assez terrible pour lui, parce qu'il écrit ça sans ambition sur son propre site et sans que ça soit vraiment ambigu. Donc, on pourrait croire qu'il est plutôt victime dans l'histoire. Sauf que, paf, rebondissement. Sauf que Please Unquote va creuser encore, et clairement, moi j'aurais pas eu la foi, donc encore bravo. Il remarque que Carfentan est pas mal branché sagesse hindoue, qu'il est publié dans une édition New Age bien foireuse, les éditions Almora. Si on y ajoute le truc sur le Covid, ça met la puce à l'oreille, on n'est peut-être pas seulement sur un doudingue. Via le New Age, Carfentan fraye en fait avec l'occultisme, l'ésotérisme, et la philo n'est un peu qu'une porte d'entrée pour lui. Il cite pas mal Guénon, un occultiste antisémite notoire, il baigne globalement dans le complotisme le plus bourrin. Et cherchez pas, hein, est-ce que c'est complotiste ou pas, c'est pas subtil du tout chez lui. Tiens, un exemple. Regardez, c'est pas compliqué. Je tape complot Covid Carfentan. Le premier site c'est son bouquin, il m'intéresse pas. Par contre le quatrième si, parce que ça c'est le site que moi j'utilisais en tant que prof, c'est son site à lui. Il est webmaster. Et hop, dès la première ligne, carton rouge, le grand reset, blablabla. Non, vraiment c'est pas subtil. Hein. Sur le complotisme, c'est un sujet que moi je travaille pas beaucoup, mais je vais citer Please Unquote himself, parce que ce qu'il dit est assez édifiant. Carfentan, c'est indéniable, et complotiste. Pour lui, l'épidémie de Covid est d'abord une épidémie de peur. Ses positions spiritualistes lui permettent d'affirmer que la maladie vient de l'esprit, vient des idées, et que l'épidémie de peur est une attaque concertée contre l'âme des individus. L'âme vivant dans la peur de la maladie développe, dit-il, des symptômes. L'épidémie est ainsi une attaque de contre-initiation, une guerre contre les peuples. Il s'appuie sur une quantité phénoménale d'articles complotistes récupérés sur Internet pour créer un récit parallèle de l'épidémie, relayant sans recul un grand nombre de fake news pourtant débunkés depuis longtemps. Procès intenté contre Bill Gates pour homicide volontaire, père de Klaus Schwab, confident de Hitler, etc. Il le remercie d'ailleurs des figures bien connues du covidoscepticisme. Louis Fouché, Henrion Claude, Toubiana, Mukieli, Christian Perron, et il évoque tour à tour le Great Reset, le Nouvel Ordre Mondial, et le projet de dépopulation par la 5G et les vaccins. Ça fait beaucoup là, non? Oui, grave, ça fait beaucoup. Et bon, je chanvre, mais encore une fois, petite pensée aux copains qui ont partagé son texte du coup. Bravo, vous avez la même analyse politique que le fou du bus. Vous êtes super solide. Donc, sa prosopopée là, son faux texte d'Huxley. Sans ce contexte, on peut se dire, pas de bol d'avoir été pris au sérieux. De base, c'était sans doute du second degré. D'ailleurs, juste après avoir écrit son passage, il ajoute « Bien sûr, c'est une caricature, et toute ressemblance avec des faits avérés est pure coïncidence. Nous n'allons pas verser dans le conspirationnisme. » Sauf que, juste derrière, il dit aussi « N'empêche que c'est pas faux, n'empêche que blablabla. » Alors si en plus on y ajoute le contexte, donc je rappelle, le grand reset, le nouvel ordre mondial, 5G, tout ça, eh ben on est obligé de se dire que Carfentan, il est un peu premier degré quand même. Et forcément, ses admirateurs, ils le sont aussi. Or, ça, c'est pas juste dommage en fait. Il y a un côté flippant pour une très bonne raison. C'est que, comme chez certains textes complotistes, on peut défendre que celui-ci, eh ben, il s'appuie sur de vieux tropes antisémites. Voilà, donc le mot est lancé et il me fait un peu peur. On rigole pas avec ça. Donc, on analyse. En termes d'intention, je vois grossièrement 3 démarches distinctes qui parfois se confondent. Type 1, l'antisémitisme direct, explicite, assumé.
celui qu'on a souvent en tête quand on pense à un méchant antisémite. Type 2, le dog whistle antisémite. L'intention est la même, mais on n'assume pas, on passe par des sous-entendus qui nous permettront de jouer aux innocents tout en étant très bien reconnus par ceux qui pensent comme nous. Le dog whistle, c'est littéralement le sifflet pour les chiens. Vous savez, c'est des sifflets que seuls les chiens entendent, les humains n'entendent pas. Bon. Et donc les humains vont se dire non, il n'y a pas de souci, j'ai rien entendu, tandis que les chiens, eux, tout de suite ils vont réagir. Alors, par ailleurs, c'est pas très gentil parce que j'imagine ça insulte des gens de chiens, mais bref. Enfin, type 3, il y a l'antisémitisme involontaire, de la part de quelqu'un qui ne pense pas à mal, mais qui recycle des trucs qu'il a entendus autre part. Pour Carfantan, je pense qu'il est du troisième type, mais que son texte a pu être utilisé comme dog whistle, donc type 2. J'explique. D'abord, il faut se dire qu'en France, à droite et à gauche, il y a un héritage antisémite. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Si bien que, même sans être du tout hostile aux juifs, on peut, sans le vouloir, reproduire de vieux clichés, reprendre de vieilles argumentations qui, à l'origine, étaient antisémites. Par excellence, on peut citer le cas de Henri Bergson. Juif lui-même, il voulait se convertir au christianisme. Mais il a refusé de le faire pendant la Seconde Guerre mondiale par solidarité avec les autres juifs. Donc, lucidité politique extraordinaire. Courage moral et physique de premier ordre. Et pourtant, à l'époque, voilà ce qu'il écrit. « Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années, en grande partie, hélas, par la faute d'un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral, la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. » Vous pouvez retourner cette phrase dans tous les sens, elle est antisémite. Les juifs qui sont responsables du nazisme, bon. Et pourtant, Bergson n'est pas antisémite, au sens de consciemment, volontairement hostile aux juifs. Il est simplement bouffé par l'intense propagande de son époque, par les clichés qu'il a entendus à droite à gauche, et en gros, il cède à la chimère du judéo-bolchevisme. Bon, revenons à nos moutons. En France, donc, il y a un héritage antisémite. Donc ça serait pas étonnant qu'ici et là, dans un raisonnement, on puisse, sans en avoir conscience, réactiver de vieux schémas de pensée, s'appuyer sur de vieilles logiques aux racines antisémites. Et plus qu'en France, en général, c'est particulièrement le cas dans les milieux complotistes, puisque l'une de leurs caractéristiques, c'est de postuler l'existence d'une caste qui complote pour dominer le monde. Il y a pas longtemps, on le voyait avec le Meki, qui était assez clairement un dog whistle antisémite. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui c'est la communauté que vous connaissez bien. Le juif qui domine le monde. C'est un des vieux thèmes de l'antisémitisme et du complotisme de jadis. Donc, il y a une forte porosité entre les milieux complotistes et les milieux antisémites les plus crasses. Carfantan, on l'a dit, il fréquente des milieux anti-vax, anti-5G, nouvel ordre mondial, grand reset, donc bien complot comme il faut. Pas étonnant, donc, que lorsqu'il outre volontairement sa pensée, dans le faux texte qu'on connaît, il reprenne le vieux schème de la caste qui veut gouverner le monde. Schème qui va avoir beaucoup de succès dans les milieux antisémites. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de façon violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif, si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. Ceux qui étaient là à ma conférence sur les protocoles des sages de Sion, vous ne trouvez pas que c'est un remarquable résumé des protocoles des sages de Sion, un faux célèbre bientôt, bien sûr, vous dira-t-on même dans nos milieux entre guillemets. C'est remarquable comme précision et comme résumé. Tout est là et correspond tellement bien à ce que nous vivons dans nos programmes dans l'école, dans ce qui est fait dans la société, que c'est la preuve absolue du complot. Waouh. Alors, ce monsieur, c'est Philippe Ploncard d'Assac, fils de collabo et chef d'un cercle maurassien. Alors, je pense pas que Carfantan irait jusque-là. Je pense que, de base, il a juste écrit quelque chose de très compatible avec l'antisémitisme, sans s'en rendre compte. Mais vous voyez le problème quand son texte a du succès partout sur le net. Et vous voyez pourquoi j'en fais une vidéo. Quand on partage ce texte dans le milieu de Philippe Ploncard, soyons clairs, c'est un dog whistle antisémite. Pour lui-même, c'est une évidence.
Et peut-être pire encore, il fait un parallèle avec le protocole des sages de Sion, un faux grossier, dégueulasse, utilisé par le tsar pour inventer un complot judéo-maçonnique. Bah, please unquote, il a fait la comparaison. Et je vous affiche ses résultats à l'écran, vous irez vérifier point par point si vous le voulez, le lien est en description, mais ça marche plutôt bien. Suffisamment en tout cas pour que ce soit troublant. Carfantan a-t-il plagié les protocoles? Je sais pas. Lui-même, une fois contacté, il dit que c'est complètement involontaire et c'est possible. Mais même en le croyant et en suivant le principe de charité, ça m'amène à mon point suivant. Ce texte, il ressemble autant à du Huxley qu'il ne ressemble au protocole des sages de Sion. Donc, quand je lis « on s'en fout que ça soit pas du Huxley, c'est le message qui compte », eh ben croyez-moi, c'est un sacré contre son camp. Ceux qui l'ont partagé, ceux qui l'ont liké, ceux qui se sont sentis éclairés par ce texte, eh ben ils se sont sentis éclairés par un exercice que l'auteur a volontairement créé comme grossier, et dont on peut montrer que plusieurs idées principales sont aussi soutenues par le protocole. Un édito est un exercice de rumination, et parfois d'illumination. C'est remarquable comme précision et comme résumé. Ça, c'est peut-être flippant si on le considère comme un antisémitisme de type 3, c'est-à-dire l'adhésion naïve, sans mauvaise intention, à des thèses aux racines antisémites et qui, in fine, y mènent. Alors, de cette histoire, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Déjà, on peut se demander ce qui plaît dans ce texte pour qu'il devienne viral. Quelle est la recette du faux texte à succès? On a vu que c'est un bel exemple de confucianisme. Le fait d'être un peu vague, de ne pas annoncer sa couleur politique, ni même de nommer ses ennemis qui nous manipulent, eh ben, ça permet à chacun d'y trouver ce qu'il veut. Des gens qui se considèrent à l'extrême gauche vont approuver des idées qui peuvent très bien plaire à l'extrême droite, etc. C'est presque un effet Barnum en fait. Vous savez là, ce biais qui nous fait trouver super pertinentes des descriptions un peu vagues mais plutôt positives sur nous-mêmes. Ben oui, parce que c'est forcément assez flatteur pour notre ego de lire un texte qui méprise les individus incultes, le troupeau. Et forcément, le partager, c'est annoncer que nous, on n'est pas dupes, on fait pas partie du troupeau. Et puis au sein de ce magma, on va saupoudrer d'une dose de critique sociale. Critique sociale vraisemblable, en soi défendable, critique des médias, de la société de consommation, tout ça. On y ajoute le fait que le bouquin d'Anders est assez polu de manière générale, que la fausse citation est bien référencée sur Google, honnêtement ça peut suffire, et ça m'étonnerait pas qu'on la retrouve dans des manuels d'ici peu. Enfin, dernier ingrédient, on tourne les choses de manière énigmatique et complotiste. Forcément, ça va plaire dans les milieux à la fois complotistes et malheureusement anti-système. Alors ok, c'est précisément ce qui va aussi amener à faire débunker le texte. Ça va attirer les foudres des please unquote et des trucs de philo. Mais honnêtement, très souvent, le debunk a une médiatisation très faible par rapport à la fake news. Donc, c'est pas un problème. Sauf si vous vous abonnez tous à cette chaîne en likant la vidéo pour que l'algo la montre à tout le monde. Moi, je dis ça... Bref, pour l'antisémitisme latent, je sais pas. Je suis peut-être naïf, mais je crois, j'espère, que c'est exogène au succès du texte. Si vous êtes plus pessimiste, vous pouvez vous dire l'inverse. Et dans ce cas, eh ben, l'une des raisons du succès de ce texte, c'est qu'il permettrait de céder à des passions antisémites sans vraiment se l'avouer, puisque rien n'est nommé et qu'on peut toujours imaginer d'autres méchants manipulateurs à la place. Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Et en quoi est-ce que ce phénomène est propre à Internet? Difficile à dire. Ce qui semble nouveau par rapport à des faux textes plus traditionnels, comme le protocole des sages de Sion, c'est qu'il n'y a pas volonté de tromper. Il n'y a pas de véritable auteur du faux. C'est une tromperie sans trompeur si on veut faire des formules. Ça, en mon air, moi, ça m'a fait penser au stand-alone complexe de Ghost in the Shell. Ben ouais, il y a bien un point de départ au faux texte de clé, c'est Carfantan, mais il n'est l'auteur ni de la diffusion massive du texte, ni de la tromperie, ni même du succès de la tromperie. Tout ceci se fait de manière collective, par petites déformations successives, comme dans le bouche à l'oreille, mais avec une simultanéité incroyable et propre à Internet. Le texte se balade de cercle en cercle, s'auto-confirmant au fur et à mesure, changeant de sens, se trouvant résumé, traduit dans d'autres langues, attribué à d'autres auteurs, ce jusqu'à être dépourvu de sa signification originelle. Bon, après pour parler de stand-alone complexe, faudrait la génération sur Internet d'une forme de volonté collective sans concertation. Et je pense que là, bon, on en est assez loin tout de même. Donc un autre moyen de comprendre ce phénomène, c'est le parallèle avec les faux involontaires de l'histoire de la philo. Il y en a des tonnes, hein, c'est vraiment très commun. Moi, je pense plus particulièrement au pseudo-Aristote des problèmes. Il y a sans doute de vrais bouts d'Aristote dedans, mais aussi des auteurs contemporains qui ont été mis avec après coup. Et puis ensuite, de siècle en siècle, on rajoute par-ci par-là des textes qui n'ont pas grand-chose à voir avec.
Là, on voit qu'il n'y a pas besoin de réseaux sociaux pour créer un phénomène similaire. Le texte du pseudo-Aristote, il est juste moins répandu et plus difficile à tracer qu'un faux d'internet qui va fuser lui un petit peu partout. On a bien une tromperie sans trompeur, on a le même problème de déracinement progressif au sens originel, avec des ajouts petit à petit au fur et à mesure du temps, ça colle pas mal. Bon, il y a quelques différences tout de même. D'abord, le succès du pseudo-Aristote vient de sa qualité et de sa ressemblance avec le matériau de base. C'est pas du tout le cas pour notre exemple, qui, en plus, va muter d'une façon beaucoup plus rapide et simultanée partout sur la toile. Pareil, les réactions des gens qui se sont fait duper sont aussi comparables jusqu'à un certain point. Pour le pseudo-Aristote, c'est la célèbre thèse de l'erreur féconde, celle qui va mener des tonnes de spécialistes à chercher comment Aristote a bien pu écrire ceci ou cela par rapport au reste de son œuvre, alors que c'est juste un faux. Dans le cas des grands textes de pseudo-philosophes, on va dire que ça a permis d'au fond mieux comprendre le philosophe original. Bon, après, faut doser. Dans le cas du texte de Carpentran, de plagiat, de vidéos faites par IA, on va plutôt entendre dire chez les déçus que l'important c'est qu'ils nous ont fait réfléchir, qu'ils sont pertinents, qu'ils disent la vérité ou que sais-je encore. Et si pour le pseudo-Aristote, je peux comprendre, les pseudo-Aristotes sont souvent des philosophes de haute volée. Dans les autres cas, j'ai un peu l'impression qu'on est de mauvaise foi. C'est vrai, il est possible qu'une parodie de Huxley ou une vidéo faite par IA se révèle être pile poil quelque chose de si qualitatif que c'est ça qu'on va partager. Bon, avouez que ça serait quand même un sacré coup de chance tout de même. Ce qui est plus probable, c'est qu'on a aimé de la daube, qu'on l'a partagé imprudemment, et qu'on veut pas l'admettre. Donc, on ratiocine. On élabore des excuses après coup pour dire qu'on avait quand même un peu raison au fond. Alors, je me rends compte là, en disant ça, que je suis très jugeant. Donc bon, je sais pas si ça peut aider, mais je vais révéler une de mes faiblesses. Mon film préféré à moi, c'est Hot Shot 2. Donc, moi aussi, j'ai des goûts de merde. On est pareil, on est dans la même barque. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis pas spécialement formé à ce genre de cas, donc si vous voyez d'autres raisons qui expliquent le succès du texte, ben faites-le moi savoir, c'était une analyse qui était sans prétention. Pareil, allez jeter un œil à ce qu'a écrit Please Unquote, je conseille chaleureusement son WordPress qui raconte de son point de vue toutes ses découvertes, moi c'est ce que j'ai suivi et vraiment j'ai résumé donc ça vaut le détour. Le but de cette vidéo c'était de donner une caisse de résonance plus large à ce que lui il a écrit, donc si il peut se rendre compte qu'il y a des gens qui vont le voir et qui commentent ce qu'il a écrit, bah vraiment ça serait top pour lui. Pour ceux que le rapport à l'antisémitisme intéresse, je conseille tout aussi chaleureusement l'un de ses blogs Mediapart. Il fait la comparaison point par point avec le protocole des sages de Sion, et il est vraiment meilleur que moi sur le sujet, donc allez voir. Dernière petite pub de ma part, si cette affaire de faux textes vous a éveillé l'appétit, eh ben il a aussi un autre billet de blog où il revient sur une autre imposture, de Platon cette fois, excusez du peu. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment très cool. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi si c'est le cas, parce que le sujet est bizarre et j'ai peur d'être un peu seul dans mon délire. La bise! Nothing outlasts me. Oh!